Je sais, ça fait 3 mois que j'ai pas sorti de vidéo YouTube, et pour m'en excuser, je te sors cette masterclass qui va probablement durer 30-45 minutes. Voilà, j'ai été inactif, et pour te dire, ce document, c'est un SOP, Sales Management, dans lequel justement, je vais te montrer comment est-ce que de A à Z, tu vas pouvoir recruter un closer et player, le manager, et atteindre des résultats exceptionnels avec ton closer. C'est parti, on démarre sans plus tarder. La première étape, évidemment, c'est le recrutement. Donc, comment recruter ton closer et player? Pour ça, on a 3 méthodes. D'accord? La méthode la moins bien, la deuxième qui est pas mal, et la troisième qui est selon moi excellente. Pour la première méthode, ce qu'il va falloir faire, c'est chercher dans des groupes Facebook, des groupes WhatsApp, des profils Instagram, etc. C'est pas le plus opti, pourquoi? Parce que c'est une méthode qui est gratuite, certes, c'est-à-dire que ça va pas te coûter beaucoup en termes de finances. Par contre, c'est énergivore, c'est long et c'est incertain. C'est-à-dire que tu n'es pas certain de trouver un closer qui est 100% adapté, 100% qualitatif. Voilà, c'est pas vraiment le plus optimal. Voilà, donc comme je te le dis ici, hein, ça peut fonctionner, mais tu vas passer du temps à faire ta sélection, à faire des roleplays, avec chaque closer, à former le closer que tu as sélectionné sans pour autant être certain que le closer va rester. Donc ça, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on veut, c'est de la prédictibilité, pardon, prédictibilité, pardon. Et on veut être certain que le closer avec qui on passe du temps sur la sélection, sur les roleplays, il reste le plus longtemps possible. Donc, pour ça, comment faire une préqualification au maximum, justement, quand tu utilises ce genre de méthode qui déjà est un petit peu moyenne? Je l'ai fait, hein. Je l'ai fait cette méthode, c'était assez infernal. J'y reviendrai un petit peu après sur ce qui s'est passé, mais pour commencer, si t'as vraiment pas de fond, c'est peut-être le plus simple. Déjà, il va falloir que tu fasses une fiche de poste qualitative claire et concise. Je te le dis direct, aide-toi de ChatGPT. Je te montre un exemple. Voici un message que j'ai mis sur une page Facebook dans laquelle il y a plein de closers qui recherchent des missions. Encore une fois, c'est un truc où il y a de tout. Il y a peut-être 1% des personnes qui sont quali, le reste c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, qui veulent faire un complément de salaire, qui ne sont pas réellement disciplinées, motivées et qui n'ont pas vraiment d'ambition derrière en termes de long terme. Ok? Donc, nous recherchons, en fait, comment tu dois fonctionner. Tu dois mettre en fait ce que tu recherches. Un closer intermédiaire, débutant, expérimenté, peu importe, pour rejoindre une offre, tu mets ton offre, hop, destiné aux entrepreneurs, bon, voilà, tu mets ton offre. Hyper important, 2 points sur le message. Ce qu'on attend de toi, ce que tu attends de la personne. Il faut que tu sois ambitieux dans ta recherche, mais pas des trucs trop bas, sinon tout le monde va mettre dans les commentaires. Moi, oui, moi, tu vas recevoir 20 000 messages, mets la barre haute. Ok? Il y a beaucoup de random, beaucoup de personnes au hasard dans ces groupes, dans ces trucs-là. Donc en fait, je te conseille vas-y, mets la barre haute. Vraiment, c'est un conseil que je te donne. Ok? Donc expérience, taux de closing que tu aimerais qu'il atteigne en moyenne, sa disponibilité hyper important, à l'aise avec quel type de closing, consultatif, émotionnel, forcing entre guillemets, très commercial, bref. Voilà, autonome dans le suivi des relances des CRM, etc. Et surtout, tu dois être profondément aligné avec l'univers de l'offre. Donc là, pour le coup, c'était sur du spirituel métaphysique. Donc là, voilà, tu as un vécu spirituel réel, tu es capable de métaphysique et ego, patati patata. Moi, ce que j'ai eu comme retour avec ça, alors j'ai eu des randoms, après on est sur une offre très spécifique. Cependant, j'ai eu quand même un excellent retour dans le sens où les personnes m'ont DM avec leur vécu spirituel. Ok, on n'a pas perdu de temps. C'est pas des personnes qui disaient moi, DM en commentaire, etc. Bref, c'était pas l'enfer, quoi. Tu vois. Par contre, et à la fin, donc voilà, tu mets la mission comment les rémunérer et tu lui dis DM dispo. Mais bien DM dispo. Ok, je te contacte dans moins de 3 heures. Pourquoi DM dispo? Et pourquoi pas juste commente? Commenter, c'est facile. La personne, elle va commenter. DM dispo, il faut qu'elle aille sur ton profil, il faut qu'elle t'envoie un message, etc. Ça demande plus de choses. Il faut savoir que sur ces groupes-là, 90% des closers vont commenter. Donc en fait, c'est facile de commenter moi, dispo, nanana, tu vois. Envoyer un DM, c'est différent, ok? Donc, sois très sélectif, mets la barre haute.
D'accord? Parce qu'il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Une personne qui dit moi dans les commentaires, elle dit moi à toutes les annonces et c'est pas ce que tu recherches. Ok? C'est aussi le désavantage, c'est que tu perds déjà beaucoup de temps avec ça sur cette méthode et c'est un peu terrible. Voilà, laisse les closers les plus motivés, bon, j'ai mis commenter, mais c'est surtout de contacter, c'est surtout ce qu'on recherche, ok? Que la personne te contacte directement. Ensuite, tu vas leur envoyer un formulaire que tu as préalablement créé, ok, qui va te permettre de faire une sélection des meilleurs closers, donc un formulaire assez large avec un enregistrement d'un appel, peut-être des questions basiques, sur quoi est-ce que tu as l'habitude de closer, quel est ton environnement de travail, avec qui est-ce que tu as pu travailler récemment, avec qui est-ce que tu t'es formé, quel âge as-tu, voilà, ce genre de questions-là, des questions vraiment basiques. Et du coup, déjà tu vas faire ta sélection par rapport aux demandes en fonction de ta sélection, donc tu vas avoir peut-être une vingtaine de formulaires envoyés et justement tu vas devoir faire écouter les roleplays enregistrés avec les personnes, faire des roleplays si tu en as envie. Moi je fais pas de roleplay dès le début, je vois pas trop l'utilité, mais tu peux faire justement des appels qui sont déjà, tu peux écouter déjà les appels, faire ta sélection, voilà. Et tu vas devoir faire un scoreboard en termes de skills, de compétences, de type de closing, de formation passée, l'XP pour trouver le meilleur closer. Et pour ça, bon, j'ai mis que les RP sont obligatoires, mais en réalité pas vraiment. Tu peux déjà regarder justement par rapport à ça, par rapport à un enregistrement. Je veux dire, oui, s'il n'y a pas d'enregistrement, que le closer ne veut pas t'envoyer un enregistrement pour des raisons de confidentialité, là tu fais un RP, évidemment. Et pendant l'appel de sélection, toi, en tant que personne qui va, entre guillemets, employer le closer, tu ne dois pas parler de ton activité, ok? Tu dois vraiment te focus sur le closer, sur ses compétences, sur qui il est, sur l'humain qu'il est, en fait, ok? C'est ça vraiment qui est important. Donc pour gagner du temps, ce que je te conseille de faire, c'est de préparer une courte vidéo de 5 minutes dans laquelle tu expliques ta mission, la mission de ton entreprise, ton objectif court terme, moyen, long terme, le mindset qu'il faut avoir pour bosser avec toi, etc. Ok? 5 minutes, pas plus, ça sert à rien. En fait, faire une vidéo de présentation que tu vas envoyer au groupe sélectionné, ça va être un gain de temps monstrueux parce qu'en fait, tu vas pas avoir pendant l'appel à parler de toi, de ton business, de qui tu es. On s'en fout en réalité. L'appel de sélection, tu dois être straight on the point, tu dois être droit au but, tu dois vraiment être cash. Tu ne veux pas perdre du temps parce que tu as beaucoup de candidatures et tu n'as pas de temps à perdre. Donc, fais cette vidéo avant, que tu dupliques, que tu envoies au closer, comme ça au moins eux ils ont l'info. Et si jamais après la sélection vous êtes amené à bosser ensemble, là évidemment tu peux rentrer plus dans les détails parce que tu bosses avec cette personne. Ok, mais au départ t'as pas de temps à perdre, faut être direct. Ok. Également, ce que je te conseille de faire, et ça c'est une notion qu'on va utiliser également en closing, on y reviendra dans une prochaine vidéo, je sortirai une prochaine vidéo par rapport à ça, c'est faire une analyse du profil disque de ton closer, ok, comme pour ton prospect avant de le closer, comme je te disais à l'instant. Voilà. Donc ça va te permettre de savoir comment manager le closer, et également savoir s'il peut réellement closer ton offre en fonction de celle-ci, ok. Par rapport en fait, par exemple, si tu es dans la niche perte de poids, il va falloir justement savoir quels sont les profils DISC, donc DISC, les plus présents dans la niche perte de poids. D'accord? Et justement, par rapport à ça, tu vas pouvoir placer un closer qui est le plus adapté. Je te donne un exemple. Il y a le profil dominant, donc direct, rapide, fonceur, énergique, voilà. Il y a le profil influent, communicatif, démonstratif, enthousiaste, expansif, etc. Il y a le profil stable, attentionné, calme, coopérant, modeste, etc. Il y a le profil conforme, précis, formel, réservé, prudent, réfléchi, analytique, etc. Donc, ces profils disques, tout le monde, chaque humain, possède, on va dire, un 50-50 de deux profils. Okay, je te donne un exemple pour moi. Moi, j'ai plutôt un profil qui est dominant et qui est influent. Okay, donc, je suis plutôt direct, rapide, fonceur, énergique, etc. Communicatif, démonstratif, enthousiaste, expansif, social, tonique. Voilà, moi, c'est plutôt ces deux. Je sais que ma manière de manager va être différente avec une personne qui est du même profil disque que moi, donc dominant-influent, qu'avec une personne qui est peut-être conforme-stable, ou stable influent, ou conforme dominant, ou inversement croisé, etc. Pourquoi? Parce que un closer qui est plutôt dominant influent, c'est un closer qui va avoir besoin que tu sois cash avec lui, qui va avoir besoin que ce soit chiffré, que ce soit ok, tu dois faire ça, lui mettre des ultimatums, aller à fond, lui rentrer dedans, ok? Si tu utilises cette stratégie de management avec une personne qui est plutôt conforme, plutôt stable, ça va la brusquer, elle va partir. Ok? Donc, un bon manager, par exemple, toi en tant que client, si tu es agence coach,
peu importe, consultant. Si tu veux bien manager, tu dois avoir une adaptabilité qui est énorme. Tu dois pouvoir t'adapter au profil de ton closer, de la personne que tu emploies. Ok ? Donc ça c'est hyper important, prends ça en screen. De toute façon ce document je le mettrai dans la description, voilà, tu pourras le télécharger. Normalement je devais le garder pour mes équipes ce document, il est vraiment pas mal pour mes head of sales. Mais voilà, je me suis dit qu'il faut donner quand il y a de la valeur, donc let's go. Voilà. Et l'objectif à terme, c'est de créer un vivier de talent sur le long terme, hein, donc relation, coopération. Je te conseille également, si tu peux, de mixer, si vraiment tu augmentes ton équipe à terme, hein, tu sélectionnes plusieurs closers, etc. Mixe les profils terrain traditionnels et les profils digitaux. Ok. Il y a des closers digitaux qui sont bons, mais il y a des closers des vendeurs sur le terrain plutôt traditionnel, physique, etc. qui seront excellents en closing. Ok, ça veut rien dire en réalité. Closer, c'est quoi? C'est être un bon humain, avoir une bonne connexion, etc. Si tu sais vendre, c'est pareil. Donc voilà. Et ça va vraiment dépendre des niches, mais de manière générale, il va falloir prioriser quand même les closers qui ont entre 30 et 50 ans. Évidemment, si tu fais du coaching, développement personnel, où tu cibles les personnes qui ont entre 20 et 25 ans, tu vas pas mettre une personne de 50 ans, ça paraît logique, mais de manière générale, dans la plupart des offres, B2B, etc., ou B2C, mais surtout B2B, ça va plus entre 30 et 50 ans. Voilà. Ou alors un grand niveau de maturité, et une familiarité avec ce pourquoi le prospect, enfin le closer close. Et évidemment, mettre le cadre dès l'entretien, les attentes mutuelles et les phases de testing. Ok, on n'est pas là pour faire ami-ami. Oui, tu dois avoir une bonne proximité avec ton closer. Oui, ça doit être sympa, mais tu dois être cash parce que lui est là pour gagner de l'argent. Toi, tu es là pour gagner de l'argent. Il a sa mission, tu as ta mission. Ok, et ça, c'est hyper important de le prendre en compte. Deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, c'est tout simplement d'acheter le contact d'un closer à une agence de formation de closer. Quand je parle d'agence de formation de closer, c'est, je vais pas citer de nom, mais en gros c'est les agences qui disent tu veux quitter le salariat, voilà un nouveau métier digital qui va te permettre justement d'être libre, de gagner 3000 € par mois partout dans le monde. Tu m'as compris, j'ai rien contre eux, mais en gros, là, ils vont prendre des personnes qui n'y connaissent rien, ils vont les former en tant que closer, et une fois qu'ils les ont formés, ils vont les placer dans des business, un petit peu comme ce qu'on fait chez ZeroMap.io, mais ça j'y reviendrai plus tard. Le problème avec ça, avant toute chose, déjà le point positif, c'est que ça coûte pas cher, je vais y arriver. Ça coûte généralement entre 300 et 600 € de payer le contact d'un closer à ces centres de formation. Voilà, donc t'as pas à te prendre la tête avec la recherche, l'agence de formation elle va te vendre un contact, mais toi de ton côté tu devras toujours manager le closer, et le closer sera pas forcément 100% adapté à toi. Okay, et pour le coup, le closer sera de manière générale débutant parce que voilà, il sera formé, il aura fait ses 3 bonnes formations et puis il faut bien le placer quelque part. Voilà. Donc du coup, tu auras l'accès direct à un closer qui est validé, mais comme je te le disais, qui est débutant. Voilà. Donc il faut savoir que les agences de formation de closer, elles ne donnent pas les meilleurs closers pour 500 €. Évidemment, et les gardent les players pour eux, ce qui paraît totalement logique. Ou alors tu le vends pas pour 500 €. Parce qu'évidemment, tu vends l'implémentation d'un closer, tu vends l'implémentation d'un closer, 500 €, tu as tout intérêt à le garder pour toi. Tu vois, si c'est un player, il va te rapporter 150 fois plus que 500 €. Donc du coup, tu auras peut-être un closer adapté à ton business, mais en fait, il connaît pas vraiment la réalité du terrain, tu vois, c'est pas vraiment un closer qui est adapté, donc c'est pas ce qu'on recherche. C'est pas du tout ce qu'on recherche. Et pour finir, tu as la troisième méthode. La troisième méthode, c'est acheter le contact d'un closer et player et déléguer son management à une agence de sales. Ok. Une agence de sales, c'est quoi? Tout simplement, c'est une agence dans laquelle tu vas revoir tout le process de conversion, tout le process de nurturing, à partir du moment où ton prospect prend un appel, jusqu'au closing, jusqu'à la vente, et elle va t'implémenter un closer, peut-être une équipe, faire le management. Elle va s'occuper de toute la partie conversion de ton business en fait. Vraiment. Tu vas pouvoir externaliser en fait tout ça. Et donc là-dedans, le closer, il est performant, il est parfaitement en symbiose avec ton business et ce que tu vends, car il a été sélectionné selon les critères, ces critères-là, donc ton offre, ton avatar client, ce que tu vends, etc. etc. Un closer et player, important de le prendre en note aussi, de prendre en compte, c'est que il a généralement un minimum de 40% de taux de closing. Il a une vision long terme, il a une bonne mentalité, il a un mental d'acier. Je souligne ce point, mental d'acier, c'est tellement important. La plupart des closers arrêtent parce que c'est difficile. Et de la résilience. Okay, et il se forme tout le temps, il est tout le temps en train d'apprendre. Okay.
L'avantage, c'est que c'est en effet payant. Il y a des setup fees qui sont relativement bas par rapport à ce que peuvent apporter une agence de sales. Et le management est de pourcentage. Généralement, alors là généralement pour le head of sales, on est entre 5 et 8%. Ok, 5% au plus bas, 8% au plus haut. Et pour le closer, on est généralement entre 8% et 12%. On peut monter à 15%, ça dépend des offres, ça dépend du rendement de leads. Ça dépend de pas mal de choses. Mais voilà. Et en gros, là, pour le coup, tu vas vraiment déléguer à 100% la partie commerciale. C'est-à-dire que tu vas optimiser au maximum ton processus de nurturing, ton processus de conversion, et tu vas déléguer à 100% la partie commerciale. Et ça, pour le coup, c'est un gain de temps pour toi, pour ton business. Tu peux te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi, délivrer, peut-être le marketing. Et pour autant, en fait, tu prends pas davantage de risques, en fait. Voilà. Ça me fait faire la petite parenthèse sur le fait que si toi, aujourd'hui, tu as des leads qui bookent des appels, voilà, mais qui ne signent pas, tu perds trop de temps à closer, ou justement à gérer ton closer si tu as déjà un closer, justement au lieu de faire tout ça, au lieu de faire croître ton business, je pense que tu es au courant et tu es conscient d'à quel point ça peut freiner tes ventes. Ok. Et du coup, chez ZWarmup.io, donc chez nous, on implémente en 21 jours un closer et player payé 100% à la commission et managé par notre équipe. Et on implémente également le processus WarmUp pour transformer tes leads tièdes en clients prêts à signer. Ok. Donc tu n'as rien à gérer, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de management, il n'y a pas de micro-gestion, tout est fait pour toi. Et si on n'augmente pas ton taux de closing d'au moins 20%, en 90 jours, on continue à travailler gratuitement jusqu'à l'atteindre et on supprime notre commission tant que ce n'est pas réalisé. Ok, donc si tu veux voir comment on peut intégrer ça à ton business, j'ai mis un lien juste en dessous en description, voilà, pour réserver un audit qui est 100% gratuit. Vraiment, je ne mens pas, c'est pas un appel d'1 heure où je vais essayer de te closer, c'est vraiment un appel qui dure 20 minutes. De toute façon, tu le verras sur le calendrier si tu cliques. Ça dure vraiment 20 minutes. Et on va analyser ensemble ton process actuel. Je vais te poser quelques questions par rapport à ta situation et on va voir comment est-ce qu'on peut optimiser ça et implémenter un closer. Ok, let's go, le lien est dans la description si jamais tu veux faire ça, ça ne te coûte rien du tout. On passe maintenant à l'onboarding du closer, hyper important. Donc en gros, il faut lui donner déjà l'accès aux outils. Donc tout ce qui est CRM, groupe, SOP, calendrier, script de closing. Quand je dis SOP, c'est tout ce qui, tous les documents, les miros comme je suis en train de te faire là justement sur l'opérationnel. Par exemple, ça c'est un SOP. En réalité, je le donne, mais en réalité, je le donne aussi à mes head of sales. Okay, parce que c'est un SOP, ça va lui permettre justement de pouvoir je perds mes mots, je vais y arriver, bien démarrer en fait, tout simplement. Et ça c'est pareil pour le closer. Une présentation générale, tout ce qui est offre, avatar client, promesses, objections fréquentes, appels de closing préenregistrés, des appels échoués et réussis. Hyper important, je le souligne, je le surligne. Le closer, il doit pouvoir écouter au moins 3 appels réalisés en amont. Ça, c'est hyper important. S'il doit écouter 3 appels, je dirais qu'il doit écouter 2 appels réussis, un appel échoué. Il faut qu'il puisse se rendre compte de pourquoi est-ce que ça échoue et de pourquoi est-ce que ça réussit. Il faut qu'il ait tous les cas de figure. Ensuite, on passe à la formation. Moi, je suis très strict par rapport à ça. Le closer a 48 heures à 72 heures maximum pour se former, avec l'accès à la formation, et se familiariser avec les documents, outils, méthodes. Pourquoi 48-72 heures? Tu l'as vu ici, parce que loi de Parkinson. La loi de Parkinson, ça dit que plus on te laisse de temps pour réaliser une tâche, plus tu vas mettre de temps à la réaliser. Moins on te laisse de temps pour réaliser une tâche, moins tu vas mettre de temps pour la réaliser. Okay, je me doute bien que pour certaines formations, le closer n'arrivera jamais à finir la formation. Okay, et c'est pas un souci. Parce qu'en fait, si le closer il a pas tout regardé, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il ait pu regarder au moins 20%, 30% de la formation. Dans tous les cas, il continuera à un rythme plus calme pendant son closing à hauteur de 1 heure à 2 heures par semaine. Okay, je tiens à préciser que là, la formation, ça va être à peut-être 30-40% sur les documents, les process, etc. Okay, mais ça va surtout être sur ce qui va être délivré au client. Okay, il faut que le closer, lorsqu'il est dans son appel de closing, il puisse savoir exactement comment ça se passe au moment de l'onboarding du client et justement pouvoir aussi répondre aux questions. Parce que si le closer ne peut pas répondre aux questions du prospect, c'est un petit peu compliqué. Ok. Donner également les dates et les heures des coachings hebdomadaires, des feedbacks, des appels de feedback, etc. Ça c'est hyper important, vraiment. Sois au clair là-dessus, fais noter tout ça à ton closer.
c'est hyper important. Faire également une checklist de validation de la fin de l'onboarding, comme ça au moins tout est noté, bam, tu sais que l'onboarding est terminé, let's go, on peut y aller. Ça c'est vraiment une petite parenthèse, mais si jamais tu veux augmenter ta sales team, ton équipe de vente, donc augmenter, on va dire par exemple passer de 1 closer à 2, 3, 4, 5, 6 closers, ok ? Quand tu commences à vraiment grossir en termes de CA, en termes de leads, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre en place un système de parrainage dans ton équipe, avec des primes, des cadeaux, des avantages. Pourquoi ? Quand un closer et player va former un nouveau closer, toi tu sais déjà que le nouveau closer, avec les stratégies que je t'ai données en fonction de comment tu vas le mettre en place, tu sais que c'est déjà un bon closer, ok ? Et du coup, il va le former de la meilleure des manières. Et du coup, pour ce closer et player qui va former, tu vas pouvoir lui donner des primes, des cadeaux, des avantages, et ça motive. Okay ? Parce que quand un closer est capable de transmettre, tu sais qu'il y a de la maîtrise, tu sais qu'il gère son sujet, qu'il connaît la formation, qu'il sait exactement ce que toi tu vends en tant qu'agence, que coach, que peu importe. Et ça, c'est hyper important. Ensuite, on passe sur un cadre de testing de 2 semaines avec des objectifs clairs. Par exemple, si tu fais 10 appels, tu dois faire 2 ventes. Okay ? Et surtout, pas de flou. Tu lui dis, voilà, si tu fais 2 ventes sur 10 appels, on continue. Si tu fais 1, on arrête tout. Cash. Il est là pour avoir des résultats, tu es là pour avoir des résultats. Ok ? C'est comme ça que ça fonctionne. Et ne te fie pas non plus uniquement aux résultats, file-toi aussi à la mentalité. C'est aussi du filon, c'est-à-dire que tu vas le sentir, tu vois. Si tu sens que le prospect, ok, il a peut-être pas les résultats que tu avais escomptés, mais tu sens qu'il est là, qu'il a envie, qu'il est dedans, qu'il est passionné, qu'il a envie d'avancer, qu'il a envie de progresser. Ça peut valoir le coup de le garder, ok ? Mais n'oublions pas quand même qu'on fait du business, on est là pour faire de l'argent, la clé du business c'est l'argent, donc voilà, n'oublie pas ça non plus et ne garde pas quelqu'un 6 mois alors qu'il fait une vente par semaine, tu vois, ça ne vaut pas le coup. Du moins si c'est pas ton objectif. Ensuite on passe au management, management d'équipe, donc ça c'est hyper important, donc du closer ou de l'équipe. Donc une fois que le closer est prêt, donc voilà, tout ce qui est formation, process, SOP, etc., ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui allouer 3 appels à un rythme espacé. Donc 3 rendez-vous qu'un prospect a pris à un rythme espacé. Ok ? Quel va être l'objectif de ces 3 appels ? L'objectif, ça va être de faire un gros point sur chacun des appels. Donc comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce qu'il faut ajuster et ce qu'il faut continuer à faire. Ok ? Je t'explique un petit peu comment ça marche pour que tu comprennes mieux. Par exemple, le premier appel, tu vas vraiment faire une analyse complète, tu vas ajuster ce qu'il faut améliorer et continuer. Dans tous les cas, les 3 appels, tu vas faire des analyses complètes. Ok ? Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il va être différent à la suite. Deuxième appel, pareil, tu réajustes par rapport à ce qui va mieux et qu'est-ce qu'il faut encore améliorer. Et au troisième appel, tu vas encore réanalyser et pas le prospect, le closer, pardon, doit encore réajuster. Et en fait, au bout du 3e appel, tu sais qu'il est en place. Tu sais que tu connais ses plus grosses lacunes, tu connais ses plus gros points forts et tu sais exactement ce qu'il a amélioré et ce qui reste à améliorer. Okay ? Et là, déjà, c'est du solide. Tu sais exactement ce qui est solide. Et du coup, une fois la première étape réalisée, le closer est prêt à prendre des appels, évidemment, il sait comment ça fonctionne, il connaît déjà un petit peu justement l'avatar client parce qu'il a pu le faire sur 3 appels, il a pu analyser ces 3 appels, c'est du solide. Maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, si ce n'est pas déjà fait, c'est mettre son calendrier que tu as mis sur, voilà, tu as créé le calendrier du closer sur iClose, sur Calendly, sur Circle.com, peu importe, sur l'Mcall, peu importe. Et tu dois le mettre du coup sur la landing page ou faire le changement, voilà. Et maintenant, ce qui va faire la différence entre un closer basique et un e-player ou un closer basique qui veut devenir un e-player, ça va être de prendre des appels en masse pour progresser, tout simplement. Là, il est capable de faire des ventes, ok, tu l'as vu pendant les appels, les 3 premiers. Il doit faire des appels en masse. Il doit prendre des appels, c'est que comme ça qu'on progresse. C'est pas en faisant des roleplays, c'est pas en faisant... Enfin, les roleplays, c'est bien pour régler un problème en particulier. Par exemple, traitement des objections. Par exemple, le pitch. Par exemple, la posture. Physique, peu importe. Donc maintenant, prendre des appels en masse. Tu lui laisses le total accès et il prend tous les calls. Ok ? Ensuite, tu dois définir des... On y reviendra plus tard, mais je préfère te le dire maintenant, parce que je sais plus quand on y revient et on est dans le momentum, donc je préfère t'en parler. Pourquoi est-ce que là, on fait des analyses complètes ? Parce qu'on n'en fera pas plus tard. Ok ? Pas forcément, à part si on voit qu'il y a vraiment un gros problème. Plus tard, on fera plutôt des petites analyses de parties d'appel. Par exemple,
traitement des objections, le moment du pitch, 10 minutes d'un appel, 10 minutes d'un appel, 10 minutes d'un appel. C'est beaucoup mieux et tu pourras être beaucoup plus efficace dans ton analyse. Évidemment, si tu analyses 1 heure d'appel, ça va être long pour le closer, il va falloir écouter, etc. C'est mieux d'analyser 10 minutes d'un appel, de chaque appel par-ci par-là, plutôt que 1 heure, un appel toutes les semaines. Tu vois. Voilà, c'était la petite parenthèse, mais on y reviendra plus tard, je sais juste plus quand. Ensuite, tu dois définir les objectifs mensuels, hebdomadaires et journaliers sur le nombre de calls. Ok. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois mettre en place une méthode de visuel. Donc ça peut être tableau blanc, ça peut être grande feuille, ça peut être un Excel. Moi, je sais que j'utilise Excel et que je leur demande quand même d'avoir une feuille à côté, justement, ou un tableau blanc. Je sais que moi j'ai un tableau blanc justement sur lequel, quand je faisais du closing, je notais mon closing, mes objectifs, etc. Et en fait, à chaque fois que je faisais une vente, bam, je me le notais, etc. Et ça, en fait, c'est un gros point positif pour le visuel. La plupart des closers sont des requins, ils sont motivés soit par l'argent, soit par la compétition, et ça motive à faire les deux. Donc, let's go. Voilà, booster closer, etc. Ensuite, tu dois faire les KPIs tracking, donc sur un Excel. Nous, on te le délivre si jamais on bosse ensemble. Donc, tout ce qui est show rate, no show rate, taux de closing, cash collecté, contracté, durée de l'appel de closing. Durée d'appel de closing, personne ne le fait, pourtant c'est tellement important. Je t'explique pourquoi brièvement. En gros, si ton closer met 1h15 à closer un appel qui en moyenne doit être closé en 45 minutes, bah en fait, en 2 appels, il aura perdu 1 heure. Et 1 heure, au final de son temps, c'est 1 heure qu'il aurait pu passer en appel, tu vois. Et donc, une potentielle vente. Et nous, on veut pas perdre de temps. Ça, c'est hyper important. Apprendre à gérer son temps, ça vient plus tard. C'est vraiment dans les master skills. Mais c'est important, en fait. Et donc, du coup, les durées de l'appel de closing, ça te permet aussi de voir. Parce que peut-être que le closer a un excellent taux de closing. C'est très bien. Mais s'il met, par exemple, peut-être 1,5 fois plus de temps qu'un appel de closing normal, bah c'est pas bon, tu vois, tu dois améliorer ça. Il y a toujours quelque chose à optimiser, à améliorer pour être excellent. Ensuite, tu dois faire des calls de review structurés. Ok, donc les calls de review structurés, c'est le lundi matin de préférence. Pourquoi le lundi matin? Parce qu'en fait après tu as toute la semaine pour appliquer. Le closer a toute la semaine pour appliquer, ça permet de démarrer la semaine de la meilleure des manières. Un call de review, c'est un call qui va durer, je sais pas, 1 heure, 2 heures, peu importe. Enfin, ça va dépendre. Pas non plus trop perdre de temps. Mais moi j'aime bien les faire durer quand même 2 heures, tu vois, ça permet de le faire, d'avoir le reste de la semaine tranquille entre guillemets aussi, tu vois, toi en tant que manager. En tant que coach, agence qui manage son closer, je veux dire. Donc là, tu vas revoir justement le langage, suivi des étapes, intonation, adaptation de prospect, traitement des objections, closing, etc. Et à la fin de l'appel, en fait, tu dois noter les wins, les blocages et les prochaines étapes. Et en fait, tu mets ce qui est bien, tu mets ce qui est pas bien, et tu mets du coup ce qu'il faut pour qu'il puisse s'améliorer. Ok? Et ça, c'est hyper important parce que du coup, le reste de la semaine, il va s'améliorer par rapport à ça. Et chaque semaine, tu vas faire semaine 1, tu vas dire il faut que tu améliores ça, semaine 2, ça c'est mieux. Tu as réussi à avancer vers ça, donc ça c'est good. Et après semaine 3, regarde, tu recommences à faire les erreurs de la semaine 1. Donc en fait, tu comprends? Et du coup, en fait, ça va te permettre ça de petit à petit, en fait, il va vraiment être excellent et ça revient à un schéma que j'ai noté plus tard, on y reviendra après. Et en gros, voilà. Donc là, il faut privilégier justement le coaching sur les extraits de call, pas spécifiquement sur les récaps théoriques, etc. C'est vraiment, moi, ce que je te conseille, c'est pas vraiment de faire de la théorie, c'est vraiment d'analyser des appels, de faire, on va dire, des thématiques. Et ça, c'est hyper important. Ensuite, faire des historiques de progrès pour permettre au closer de se rendre compte de l'évolution. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, un closer, et même tout le monde, on oublie très vite là où on était il y a encore quelques mois. Ok, et c'est vraiment important de pouvoir redescendre de son nuage, en fait, et voir le chemin parcouru. Ok, un closer qui va avoir 10% de taux de closing et qui en 2 semaines va passer à 60%, il va se dire ok, 60% c'est la norme, maintenant c'est mon niveau, let's go. Alors qu'en fait, on le sait, et si tu le sais pas, je te l'apprends, le closing, c'est des montagnes russes. C'est pas possible de rester à 60% de closing pendant 6 mois, tu vois. Ça va forcément à un moment être un petit peu en down, remonter, etc. C'est logique, c'est la vie, c'est comme ça. C'est le business. Du moins le business aussi à un certain niveau. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est vraiment lui montrer. Là, regarde, t'es à 60% de closing. Ok, c'est excellent, continue comme ça. Aujourd'hui, tu as juste ça à améliorer. N'oublie pas qu'il y a 2 semaines,
Tu te rappelles où t'en étais? T'avais 10%, 20% de taux de closing. T'arrivais même pas à traiter une objection. T'arrivais pas à faire ça, t'arrivais pas à faire ça, t'arrivais pas à faire ça, t'arrivais pas à faire ça. Ok? Et tu lui réexpliques. Et là, regarde où t'en es aujourd'hui. Tu te rends compte de l'évolution? Ok. Tu lui remets dans la tête. Tu lui réexpliques en fait là où il en était, là où il en est aujourd'hui. Ok? Fais également des analyses comportementales. Ça, c'est extrêmement important. Les analyses comportementales, j'arrive pas. Ouais, c'est bon. Les analyses comportementales, en gros, ça va être la rigidité, la projection, l'écoute active, etc. Justement sur sa posture, comment il est habillé, le fond, etc. Voilà. Et évidemment, faire des plans de progrès hebdomadaires, mensuels, en fonction de la durée de la mission. Ça, c'est hyper important. Vraiment. Il faut que tout le temps, en fait, il ait un visu. Comment progresser, qu'est-ce qu'il doit faire, comment s'améliorer, etc. Ça, c'est hyper important. Ne jamais laisser le closer, en fait, entre guillemets, libre. Enfin, il faut le laisser avec sa liberté, mais je veux dire, il faut tout le temps qu'il ait un cadre, qu'il ait quelque chose à suivre pour s'améliorer, pour faire plus d'argent. Et pour que toi aussi, tu fasses plus d'argent en parallèle. Il faut également toujours poser le cadre avec le closer. Ok, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui te chiffonne, qu'est-ce qui te bloque, perso, pro, comment surmonter ça. Si tu vois que le taux de closing baisse du closer, en fait, il va falloir que en fait tu puisses l'aider à comprendre qu'est-ce qui fait que ça bloque. Ok, comment ça se passe en ce moment personnellement pour toi? Qu'est-ce qui, tu vois? Connecte avec le prospect, ok? Connecte sans trop rentrer dans les détails, dans le personnel, mais en fait, il faut que tu arrives à comprendre pourquoi est-ce que ça bloque, ok? Tu vas pas le virer parce qu'il a une baisse, mais la baisse, elle peut pas rester là éternellement, ok? Il faut qu'à un moment, ça puisse remonter, tu vois? Ça paraît logique. Donc, tu peux pas rester comme ça éternellement, et pour ça, il faut l'aider, ok? Et pour l'aider, il faut que tu aies une certaine présence. Et du coup, pour ça, il faut que tu aies un excellent équilibre entre bienveillance et exigence. Ok, ça, c'est vraiment d'une importance capitale. Je te donne un exemple. Par exemple, tu vas l'aider. Regarde, si tu lui poses cette question, il va dire, par exemple, c'est vrai qu'en ce moment, je suis en train de me séparer de ma femme, etc. Ok, tu es en train de te séparer de ta femme. Très bien. Et du coup, comment ça se passe actuellement? T'en es où par rapport à ça? Ok. Bref, tu l'aides, etc. Et après, une fois que tu l'as aidé, tu lui apportes des solutions et tu lui dis, tu recadres de manière ferme et factuelle sur ses engagements non tenus. Ok. Moi maintenant, voilà, je comprends totalement ta situation. Par contre, on a signé un engagement. Ok. Tu dois remplir ton CRM. Tu dois être à l'heure en appel. Tu dois respecter la structure. Tu dois pas dire des conneries en appel qu'on ne pourra pas délivrer. Ok. Tu dois vraiment être carré. Et s'il n'est pas capable d'accepter ça, de mettre ça en avant en fait, et de s'améliorer, tu termines la collaboration. Encore une fois, tu vas pas rester 6 mois avec une personne qui n'avance pas. Et peu importe. L'objectif, c'est pas juste de lui dire, l'objectif, c'est pas de ne pas comprendre et de juste le recadrer de manière ferme. Tu vois, faut pas être un manager toxique, tu t'en doutes. On n'est pas dans les jobs, dans les open space où tout le monde est toxique. Non, là, il faut vraiment que tu sois humain. Mais il a signé avec toi pour une raison, t'as accepté sa signature, t'as signé avec lui pour une autre raison. Et tous les deux, vous avez des accords. Ok ? Comme je te l'ai dit, le contrat psychologique, il doit être clair, chacun a ses attentes, et vous n'êtes pas là pour rien. Vraiment. Ok ? Je te conseille de faire des contrats de collaboration par cycle de 2-3 mois renouvelables, ok, en fonction des résultats, de l'entente, de comment est-ce qu'il est à fond dans ton business, dans ton entreprise, etc. On y vient, justement, bon, on va le passer vite fait, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, ne suranalyse pas un seul call. À partir du moment où le closer prend plusieurs appels par jour, tu vas pas pouvoir faire ça. Je te conseille plutôt d'écouter 3 fois 10 minutes à des moments différents. C'est ce que je te conseille. Évite les vocaux au maximum également, ça c'est un conseil qui m'a été donné par un head of sales que je connais qui est l'un des meilleurs peut-être en francophonie, qui est excellent. Il m'a dit voilà, c'est vrai que faire des vocaux ça crée une forte proximité, ça fait perdre beaucoup de temps. Parfois c'est des vocaux qui sont longs pour rien en réalité, parce qu'on bafouille, parce que voilà. Et au lieu de dire des vocaux, voilà, sois clair avec tes closers, ne me fais pas de vocaux, à part si c'est ultra urgent. Sinon, dis-moi, on se fait un appel.
en appel en 5-10 minutes. Bam, tu boucles ça. Là, j'ai mis 30 minutes, mais vaut mieux se faire un appel de 30 minutes par semaine où c'est carré en plus du lundi matin, plutôt que de faire des vocaux, etc. J'ai ça, nanana, non, c'est long, ça crée une grosse proximité, et voilà. Il faut faire des bilans mensuels précis ou hebdomadaires si c'est envisageable. Moi, je conseille vraiment hebdomadaire, je suis vraiment fan de l'hebdomadaire, plutôt que des EOD, end of day, trop précis. Vraiment. Ça sert à rien de faire des end of day trop précis, ça doit être vraiment concis, rapide, efficace. En 30 secondes, minutes, le closer doit pouvoir faire ses end of day, mais le plus important, c'est les résultats fin de semaine, ok, et fin du mois. Pourquoi fin de semaine, pourquoi fin du mois? Parce que, évidemment, quand on s'améliore, les résultats, ils se voient au bout de 2, 3 semaines, 4 semaines. Voilà, donc c'est pour ça qu'on fait fin de semaine, fin de mois. Et aussi, et ça aussi c'est ce qu'on m'a enseigné il n'y a pas longtemps et je ne connaissais pas et je trouve ça vraiment intéressant, c'est les 4 niveaux de compétences de ces closers. Voilà. Et où ils se situent. Je te donne un exemple. Hop, on a 4 niveaux de compétences, de conscience. On a l'étape 1 qui est inconsciemment incompétent, donc il est inconscient d'être incompétent dans un domaine. Il ne voit pas ses erreurs, il admet ses échecs et il sait comment les corriger, permet d'avancer. Consciemment incompétent, conscient de savoir-faire à acquérir, les erreurs sont identifiées, la pratique s'améliore à travers l'observation, les échanges, la réflexion. Consciemment compétent, donc il est conscient de maîtriser la compétence, la pratique rend meilleure, la répétition est la clé. Il est inconsciemment compétent. La compétence est devenue inconsciente et automatique. La maîtrise est totale. Se mettre à jour, développer sa pratique ou l'enseigner permet d'avancer. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, un closer qui va venir avec toi, peut-être que la première semaine, il va être dans cette situation-là. Étape 1. Ok? Peut-être que la première semaine, ça va être cette étape-là. C'est ok. Et après, à un moment, au bout d'un mois, 2 mois, il va être inconsciemment compétent. Et en fait, c'est là où vient le problème, c'est-à-dire qu'une personne qui est inconsciemment compétente, elle va être sur son petit nuage, elle va se prendre pour le roi du monde, il va falloir la faire redescendre. Il va falloir prendre tous les points négatifs, parce qu'elle sait qu'elle est... En fait, il va falloir prendre tous les points entre guillemets négatifs et positifs, et il va falloir en fait lui permettre de prendre conscience qu'en fait, il y a d'autres choses à retravailler, et il faut, voilà, comme marqué ici, se mettre à jour, développer sa pratique, ou justement enseigner, etc. Ok? Et en fait, tu dois prendre conscience que ton closer, il passe par cette échelle-là. Ok? Il passe par cette échelle-là et il faut que tu puisses comprendre, comme pour le profil disque, chaque closer, chaque personne que tu manages passe dans ce truc-là et tu dois savoir où se situe chacun de tes closers pour mieux le manager. C'est comme pour le profil disque. Ok? Let's go par rapport à ça. On passe ensuite à la motivation des équipes. Donc, il va falloir mettre en place un tableau de classement. Ok, il faut savoir que 90% des closers apprécient le challenge. Un tableau avec classement les rendra plus sharp. Et ça, c'est vraiment hyper important. Il y a 2 moteurs pour les commerciaux et les closers. C'est soit la compétition, soit l'argent. J'y revenais tout à l'heure. C'est les 2 choses les plus, pour lesquelles ils le font. Ok, il y a la liberté, certes, mais c'est soit l'argent, soit la compétition. Donc, tu dois mettre en place des challenges. Ok, donc de l'argent, des cadeaux, de la montée en grade, des voyages. Enfin, ça fait partie des cadeaux, mais peu importe. Tu dois également identifier les meilleurs et avoir un plan d'évolution pour eux en termes de grade, ok, en termes d'amélioration de niveau, etc. Et pour les closers qui performent le moins, tu dois mettre en place un plan d'évolution. Ok. N'oublie pas de te séparer de la pomme pourrie. C'est parfois difficile, mais si le closer sous-performe, il a un mauvais mindset, il ne fait pas le taf, vire-le. Ok. Ne le vire pas directement, mais lui un petit signal d'alarme, tu dis écoute, là je vois que ça baisse. Pourquoi? Ok. Écoute, je vois que 2 semaines après, écoute, je vois que ça change pas. 1 semaine après, désolé, je décide de me séparer de toi. On perd pas de temps. Ok? Ça évite que ton équipe elle soit tirée vers le bas ainsi que tes résultats. Tu ne veux que des A-players dans ta team. Ok? Mieux vaut un A-player que 3 B-players. Ok? Ça paraît logique. Donc, sépare-toi de la pomme pourrie. Ne pas avoir peur, pour seul bonus l'auto-closing. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que, en gros, certains closers proposent aux prospects des choses qui ne sont pas réelles. Ok, ils vont peut-être parfois mentir. Ça va être impossible à délivrer. Ça permet une vente, certes, mais ça ne rend pas le client toujours satisfait. Ok, dans tous les cas, toi, tu vas l'entendre dans les appels, pas tout le temps. Ok, donc fais attention à ça. Moi, ce que j'aime bien faire dans certaines équipes, c'est attribuer un bonus aux closers qui apportent des clients satisfaits. Vidéo, texte.
Les closers sont alors motivés à closer proprement. Et ça, c'est le plus important. Tu vois. On préfère faire moins de ventes, avoir des clients plus satisfaits, que faire plus de ventes et avoir des clients moins satisfaits. Ok. Et il y a des closers, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'il y a des closers, c'est tellement des requins, ils sont tellement sharp, qu'en fait, ils vont closer un petit peu au péril de certaines choses, tu vois. Donc nous, c'est pas ce qu'on recherche. On est en France, on est en francophonie, il y a des règles, il faut être carré. Il faut également faire une mise en avant hebdomadaire ou mensuelle d'un closer, évaluer sur l'effort. Je rappelle, on est dans l'espace motivation, là, dans la motivation. Il faut faire une mise en avant hebdomadaire ou mensuelle d'un closer, évaluer sur l'effort, la progression, l'état d'esprit, pas forcément le chiffre d'affaires. À l'inverse, ce que je te conseille de faire, qui est quand même cool, c'est de montrer l'erreur de la semaine, ok, en appel de groupe. Ça permet en fait de débunker l'erreur en équipe, de dramatiser, d'avancer sereinement et de créer aussi une cohésion, tu vois. Quand tu dis par exemple, l'erreur de la semaine est décernée à Jules qui a fait telle ou telle chose, et là tout le monde en rigole, etc. Et ça crée quand même une certaine chose assez sympa, ok. Moi j'aime bien le faire, voilà. Le leadership par l'exemple, ça c'est hyper important, on y reviendra après sur le fait d'être un leader et pas un boss, pas un chef, il faut être un leader. Montre des extraits concrets de tes propres rendez-vous pour te donner du crédit et motivé par l'exemplarité. Ok, il faut que tu montres, fais des appels, même si tu as un closer, parfois prends des appels, même si c'est chiant, même si c'est relou, prends des appels. Si tu as un manager, c'est lui qui le fera, voilà, mais prends des appels et montre. Ça donne aussi, ça donne du crédit et ça donne la crédibilité en fait, ça donne de la crédibilité. Il faut également que tu fasses des analyses et d'entraînement en groupe, ça c'est vraiment important, donc coaching call de groupe si possible, donc avoir une excellente énergie collective, ça permet d'avoir une excellente énergie collective. Et l'objectif dans ton équipe, c'est d'avoir peu de turnover, et donc une équipe qui est soudée, qui est potentiellement performante et qui connaît de mieux en mieux sa mission et qui a envie de rester dans ton entreprise. Et ça, c'est hyper important. Dernière étape, on va aller très vite, c'est la qualité et la conformité, parce qu'on est en francophonie et que c'est hyper important d'être à cheval là-dessus. Il faut que tu fasses un check légal des appels. Ça, t'as pas le choix. Donc RGPD, mention obligatoire, délai de rétractation pour le B2C, etc. L'harmonisation du discours commercial, toujours poser un cadre clair avant, pendant et après l'appel, etc. Ça, c'est des petites infos que j'ai données, mais en gros, le flou tue la relation avec le closer ou le client. Que ce soit le closer pour le client, il doit être clair et net. Et que ce soit toi, le coach, l'agence, le consultant, peu importe, avec le closer, tu dois être clair avec lui. Tu dois également gérer les fins de collaboration de manière propre, éviter les problèmes, les prises de tête si possible. Ok. Protège ton image et l'image de ton entreprise sur le moyen long terme. Ok. Sois carré. Pas de problème d'argent, pas de problème de temps, pas de problème de contrat. On trouve un accord, ok, et on évite les problèmes au maximum. Peut-être que parfois perdre un peu d'argent, ça vaut mieux que d'avoir une mauvaise image. Mais je dis pas ça pour te dire de payer tes closers, d'overpaid ou peu importe. Je te dis juste parfois il y a des petits problèmes de contrat, d'argent. Vois ce qui est le mieux, tu vois. Et tout le temps rappeler les responsabilités de chacun, tout le temps, chaque semaine, chaque mois, rappelle les responsabilités de ton closer, de ton manager, de ton head of sales, de toi-même. Rappelle-toi tes responsabilités aussi, c'est hyper important. Si t'es agent, si t'as une agence, si t'es coach, rappelle-toi de tout ça, c'est hyper important. Ok ? Encore une fois, on va venir à ça juste après. Moi, juste ce que je veux t'expliquer, c'est que tout ça, nous, chez Divorem.io, on le met en place pour toi. C'est-à-dire que tout ça, t'as pas à le faire. On le met en place pour toi et on te garantit plus 20% de taux de closing, donc un gain d'argent et un gain de temps. Parce que du coup, t'as pas à faire tout ça et tu te détaches, entre guillemets, de la partie commerciale. Donc si tu as envie d'implémenter ton closer, de le faire manager, de mettre en place le processus warm-up, d'aller chercher plus 20% de taux de closing et du coup plus de ventes, donc plus de revenus, le lien est dans la description, c'est un appel de 20 minutes. C'est vraiment un appel d'analyse. Je n'ai rien à te vendre en 20 minutes. Je ne peux pas closer en 20 minutes. Je ne suis pas un surhomme. On a juste à voir ça ensemble. On voit si ça peut fit. Si ça fit, tant mieux. On se place peut-être à notre rendez-vous. Et on voit comment est-ce qu'on peut avancer ensemble. C'est gratuit. Le lien est dans la description. Let's go. Pour finir, philosophie globale. Oublie ta posture de chef. Ok. Tu dois avoir une posture de leader. Et cette image,
elle est excellente. J'adore cette image. Pourquoi? Parce que le boss, il va être sur son truc, il va se faire tirer par son équipe. Ok? Il va être sur son truc, assis, tranquille, c'est le roi. Tu vois, il va rien faire et il va diriger. Fais ça, fais ça, fais ça. Ok? Le leader, qu'est-ce qu'il fait? Il descend le cul de sa chaise, il se met devant, juste ici, et il les guide. Allez les gars, on y va, on pousse, on y va. Même si c'est difficile, c'est pas facile, je le fais, ok. T'es pas dispo pour cet appel, t'as un imprévu, j'y vais, je le prends. Tu vois? Let's go. T'es pas un boss, tu dois être un leader. Et il y a une grosse différence. Je te traduis simplement, un exemple avec le closing, je te donne un avant mais là je t'en donne un. Si ton closer il a un appel à 4h du matin pour je ne sais quelle raison, peut-être décalage horaire, etc., s'il habite au Québec, au Canada, peu importe, à Dubaï, peu importe, et bien toi aussi, tu dois te lever à 4h du matin. Ok? Tu dois être là avec lui. Ok? Au maximum, je ne dis pas de faire ça tout le temps, mais tu dois être au maximum un leader. Tu ne délègues pas à 100%. Ok? Moi, en tant que manager sur mes équipes, je suis à 100% avec mes closers. Je suis avec eux. Je suis un leader. Je ne suis pas un boss. Je ne suis pas un directeur qui donne des ordres, fais ça, fais ça. Ok? Je le fais avec eux. Deuxième principe philosophique, entre guillemets, les meilleurs closers, donc les A-players, sont ceux qui savent se manager eux-mêmes. Ça, c'est réel. Encore une fois, tout le monde a besoin d'un manager. Ok? Par contre, un closer A-player, oui, il a besoin d'un manager. Par contre, il sait faire ses feedbacks, entre guillemets, tout seul. Il se forme tout seul sans qu'on lui demande. Il fait ses KPI sans qu'on lui demande. Il fait ses analyses sans qu'on lui demande. Il avance sans qu'on lui demande. Il progresse sans qu'on lui demande parce qu'il fait tout ça sans qu'on lui demande. Ok? Et manager, c'est poser un cadre clair, écouter et recadrer si besoin, c'est pas materner. Et apprendre par immersion et par répétition, pas uniquement en appel de coaching, surtout théorique. Okay, là où on apprend le plus, c'est quand tu as 80%, tu prends des appels, des vrais, et à 20% quand on te fait des retours sur ces appels et que tu appliques ce qu'on t'explique. Voilà pour ça. C'était long, 45 minutes. Écoute, si la vidéo t'a plu, abonne-toi, like. Si tu veux le document, il y a le lien dans la description. Et le premier lien, ce sera justement le lien pour réserver un appel avec moi de 20 minutes. Si tu veux qu'on mette tout ça en place pour toi, à ta place, sans que tu n'aies rien à faire. Voilà, sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. Ciao.